Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la première présentation des circuits séquentiels. Alors, si vous vous rappelez de la première présentation des circuits combinatoires, nous avons dit que tous les systèmes d'électronique numérique qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, à savoir les PC, les téléphones portables, etc., sont réalisés à base de deux types de circuits numériques, les circuits combinatoires et les circuits séquentiels. Dans les présentations précédentes, nous avons parlé des circuits combinatoires et dans cette présentation, on va aborder les circuits séquentiels. Mais avant de parler des circuits séquentiels, je vais vous rappeler la définition des circuits combinatoires et je vais vous montrer les limites de ces circuits et la nécessité des circuits séquentiels. Dans la première présentation des circuits combinatoires, nous avons dit qu'un circuit numérique est considéré combinatoire si sa sortie à un instant t donné dépend uniquement de ses entrées au même instant. Autrement dit, on peut déterminer l'état de la sortie en connaissant les états des entrées. Alors jusqu'à présent, nous avons vu plusieurs circuits combinatoires, à savoir les portes logiques, les additionneurs, les codeurs, les multiplexeurs, etc. Alors si on prend par exemple la porte E, et si on applique à ces entrées 1, 1, on obtient à la sortie l'état 1. Alors si on applique cette fois-ci l'état 1, 0, on obtient 0 à la sortie. C'est-à-dire l'état de la sortie est complètement défini par les états des entrées. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucune relation entre la sortie S de T et la sortie S de T-1. Voilà un autre circuit combinatoire que nous avons réalisé dans la science des travaux pratiques. Il permet de faire la soustraction et l'addition de deux nombres A et B de 4 bits. L'entrée F nous permet de choisir entre l'addition et la soustraction. Si F est égal à 0, on fait l'addition, et si F est égal à 1, on fait la soustraction. Comme vous pouvez remarquer, ce circuit est un circuit combinatoire, car la sortie est déterminée complètement à partir des valeurs qu'on applique aux entrées. Alors pour simplifier les choses, on peut représenter ce circuit par ce bloc. Ici, on a les 4 bits d'entrée A, le bit de l'entrée F et les 4 bits de l'entrée B. Comme vous le savez, le problème des circuits numériques est qu'ils n'acceptent que des nombres binaires et ne génèrent que des nombres binaires. Et comme vous le savez aussi, ces nombres sont incompréhensibles pour n'importe quel être humain. Alors pour la sortie, nous avons résolu le problème en utilisant un afficheur 7 segments qui permet de décoder le résultat binaire en son équivalent décimal. Mais pour l'entrée, on doit chercher une autre solution. Alors la solution la plus intuitive est d'utiliser un clavier. Ce clavier doit être bien sûr utilisé avec un codeur. Alors lorsqu'on appuie sur une touche, on active l'entrée de codeur dont l'indice correspond au chiffre inscrit sur la touche. Ainsi, le codeur donne le code binaire de cet indice en sa sortie, c'est-à-dire le code binaire du chiffre. La question qui se pose maintenant est comment utiliser un seul clavier pour commander plusieurs entrées de circuit. On a l'entrée A, l'entrée F et l'entrée B, 3 entrées. On sait bien que pour calculer une soustraction ou une addition, on doit appliquer ces entrées en même temps au circuit, chose qui n'est pas possible avec un seul clavier. Parce qu'avec un clavier, on doit appuyer sur le touche d'une façon serrée, c'est-à-dire touche par touche. Et lorsqu'on appuie sur la deuxième touche, on écrase la valeur de la première, car la sortie du codeur prend toujours la dernière valeur. Par exemple, pour faire la soustraction ou l'addition de 6 et 3, on doit appliquer les deux valeurs en même temps aux entrées A et B. Mais avec un clavier, les deux valeurs doivent être entrées d'une façon serrée, c'est-à-dire qu'elles doivent être saisies d'une façon serrée. Dans un premier temps, on appuie sur la valeur 6, ensuite sur la valeur 3. Mais le problème est que la dernière valeur 3 écrase
la première valeur 6. Pour pallier à ce problème, la seule solution est d'utiliser une zone mémoire pour sauvegarder de façon temporaire les valeurs des entrées. Par exemple, pour faire l'opération 6-3, on doit dans un premier temps appuyer sur la touche 6, ce qui donne à la sortie du codeur le code binaire 0, 1, 1. Alors, ce qui donne à la sortie le code binaire 0, 1, 1. Alors, puisque les 4 sorties du codeur sont reliées aux 4 derniers bits de la zone mémoire, d'accord, alors ici on a les 4 sorties du codeur sont reliées aux 4 derniers bits de la zone mémoire. Et une fois qu'on appuie sur une touche, les 4 sorties du codeur sont enregistrées directement dans les 4 derniers bits de la zone mémoire. Ensuite, on peut appuyer sur la deuxième touche, qui est la touche moins. Mais pour ne pas écraser la valeur de la touche 6, on doit faire un décalage des 4 bits. On doit faire un décalage des 4 bits vers la droite. À la fin, on appuie sur la touche 3. De la même façon, pour ne pas écraser la valeur de f, on doit faire du décalage à droite, le décalage de 6 et de f. Alors notez que f ici, notez que f s'écrit sur 4 bits. Mais ça ne pose pas problème parce que c'est uniquement le premier bit qui est relié à l'entrée f. On peut avoir besoin de plusieurs bits pour f dans le cas d'un circuit qui permet d'effectuer plusieurs opérations, par exemple l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, etc. Ici, on a un circuit qui permet de réaliser 2 opérations uniquement, la soustraction et l'addition. Donc un seul bit se fait, 0 pour l'addition et 1 pour la soustraction. Pour faire 4 opérations, on a besoin de 2 bits. Alors une fois que les 3 entrées sont disponibles, on peut activer le circuit pour faire l'opération désirée. Ici, c'est la soustraction. Alors pour activer ou désactiver le circuit, on peut ajouter au circuit une entrée enable ou bien une entrée de validation. La question qui se pose maintenant est comment réaliser la zone mémoire qui permet de faire la sauvegarde et le décalage des 3 entrées. Avec les circuits combinatoires que nous avons vus jusqu'à présent, on ne peut pas faire ce genre d'opération, car la fonction d'une zone mémoire est de pouvoir mémoriser des états à un instant t-1 et de pouvoir y accéder à l'instant t. Cependant, dans le cas des circuits combinatoires, nous avons dit que la sortie à un instant t dépend uniquement des entrées au même instant. C'est-à-dire, il ne dépend pas de la sortie à l'instant t-1. Donc, avec un circuit combinatoire, on ne peut pas réaliser la fonction mémoire. Avec les circuits combinatoires, on peut réaliser plusieurs circuits, à savoir l'additionneur, les multiplexeurs, les comparateurs, etc. Mais on ne peut pas effectuer ni une mémorisation, ni un comptage. Car ces fonctions, c'est-à-dire la mémorisation et le comptage, nécessitent les valeurs des sorties précédentes. D'où la nécessité d'un circuit séquentiel. Alors, qu'est-ce qu'un circuit séquentiel? Un circuit séquentiel n'est qu'un circuit numérique qui peut réaliser la fonction mémoire, car sa sortie à un instant t dépend de sa sortie à l'instant t-1. Notez qu'on peut réaliser un circuit séquentiel en utilisant un circuit combinatoire avec une rétroaction. Alors, la présence de circuit combinatoire indique que sa sortie dépend de ses entrées. Alors, puisque l'ion de ces entrées est branché à sa sortie via une rétroaction, ceci implique que cette entrée à l'instant t prend la valeur de la sortie précédente à l'instant t-1. Donc, la valeur de la sortie du circuit à l'instant t
dépend de son entrée au même instant et de sa sortie à l'instant t-1. On peut donc récupérer l'état de la sortie précédente, S de t-1, à partir de la sortie actuelle, S de t, pour un certain état de l'entrée. C'est la fonction mémoire. C'est-à-dire ce circuit permet de réaliser la fonction mémoire parce qu'on peut récupérer la valeur ou bien l'état de la sortie précédente à partir de la sortie actuelle pour bien sûr un certain état de l'entrée E. Alors prenons le cas le plus simple, le cas d'une porte logique comme un circuit combinatoire. Comme un circuit combinatoire et un simple fil comme une rétroaction. Analysons le comportement de ce circuit. Alors, on a une porte E. Donc, la sortie est égale au produit logique des deux entrées. Comme la deuxième entrée est branchée à la sortie, la valeur de cette entrée est égale à la sortie t-1. On sait que les variables logiques ne peuvent prendre que deux valeurs, 0 et 1. Donc, si l'entrée E est égale à 1, on obtient S de t est égal à S de t-1. C'est-à-dire, la sortie prend la valeur de la sortie précédente. Autrement dit, avec cette configuration, c'est-à-dire E est égal à 1, on peut récupérer l'état de la sortie précédente. C'est l'état mémoire. La deuxième configuration qui consiste à mettre l'entrée E à 0, à l'état 0. Alors dans ce cas, la sortie prend l'état 0, quel que soit l'état de la deuxième entrée. Donc c'est la remise à 0. Autrement dit, cette configuration permet de sauvegarder l'état 0 dans le circuit. Pour récupérer cet état à l'instant t plus 1, il suffit d'utiliser la première configuration, c'est-à-dire mettre E à 1. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on met une autre fois l'entrée E à l'état 0? Bien sûr, on va remettre la sortie à 0, c'est-à-dire je sauvegarde l'état 0 une deuxième fois. Alors, comme vous pouvez remarquer, avec ce circuit, on peut sauvegarder LR l'état 0, sauvegarder si E est égal à 0, LR si E est égal à 1. Mais son inconvénient est qu'il ne permet pas de sauvegarder l'état 1. De ce fait, malgré que ce soit un circuit séquentiel, il n'est pas très important. Et on ne peut pas le considérer comme un élément de base pour réaliser d'autres circuits séquentiels. Parce que ce qu'on cherche ici, c'est de réaliser un élément de base que l'on peut utiliser pour réaliser d'autres circuits séquentiels. Si vous vous rappelez des circuits combinatoires, nous avons considéré les portes logiques comme des éléments de base pour réaliser n'importe quel circuit combinatoire. De la même façon, on doit trouver un élément de base pour construire les circuits séquentiels. Cet élément de base doit pouvoir mémoriser un bit. Par conséquent, le circuit précédent ne peut pas être considéré comme un circuit de base car il ne permet pas de sauvegarder l'état 1. D'où la nécessité d'un autre circuit. Prenons par exemple le cas d'une porte où la sortie cette fois-ci est égale à la somme logique des entrées. Donc si on met l'entrée E à 0, on obtient à la sortie l'état de la sortie précédente. C'est l'état mémoire. Cette configuration permet de récupérer l'état précédent. Si E est à l'état 1, la sortie prend l'état 1, quel que soit l'état de la deuxième entrée. Ceci permet alors de sauvegarder l'état 1. Pour récupérer cet état à l'instant t plus 1, il suffit d'appliquer la première configuration, c'est-à-dire mettre E à 0. Si on remet l'entrée E à 1, on sauvegarde l'état 1 une deuxième fois. Avec cette analyse, on détermine que ce deuxième circuit séquentiel ne permet pas de sauvegarder l'état 0. De ce fait, on peut conclure que le deuxième circuit n'est pas aussi intéressant.
il ne peut pas être considéré comme un circuit de base. D'où la nécessité d'un autre circuit.